Bonjour, mon nom est Simon Lemire. Aujourd'hui, je vais faire mon travail de session pour le miel et conditionnement des produits de l'abeille. Moi, je vais parler dans le fond du miel et du pollen du thé du Labrador. Je vais alterner entre mon visage et le PowerPoint en essayant de faire ça le plus clairement possible. Bonne présentation. On va commencer ça maintenant. Comme je disais, on jase du miel et pollen du thé du Labrador. Oups, ça va vite. Alors, on y va comme ça. En introduction, pourquoi le miel du thé du Labrador? Simplement, dans le fond, parce que c'est une plante qui est vraiment, vraiment intéressante. C'est une plante qui m'a été présentée, moi, par des amis amérindiens. Elle a plusieurs propriétés qu'on va voir dans le détail un petit peu plus loin. Elle pousse à plusieurs endroits, mais l'endroit qui nous intéresse là, dans le cadre du projet, pour moi, c'est dans la forêt boréale. Plus haut que la ville de La Tuque. Vous allez voir, c'est assez loin et bien isolé. L'ampleur du projet, c'est un projet qui n'est pas énorme, c'est-à-dire que c'est un projet embryonnaire où on va aller chercher, je voudrais déplacer 2 ruches, dans le fond, dans cette belle région-là, puis faire différents tests là, qu'on va discuter. L'objectif ultime, c'est vraiment d'aller chercher un produit qui est typique. Moi, j'ai un background en viticulture, c'est-à-dire que je m'intéressais vraiment beaucoup au vin. J'ai fait mon cours à l'ITHQ, dans le fond, en sommellerie. Je trouve que l'aspect typique est peu représenté au Québec, dans le fond, pour nos différents miels. Donc, c'est quelque chose que je trouve qui est bien intéressant. Puis, je voudrais parler, dans le fond, de différentes également propriétés de la plante. Pardon, on va aller dans le bon sens. Donc, les points traités. Aujourd'hui, le projet, c'est justement, comme je disais, d'amener 2 ruches dans la forêt boréale pour faire du miel du thé du Labrador. Les 3 grands enjeux, c'est les visites, parce qu'on parle de presque 4 heures de route. Les prédateurs comme les ours, les moufettes et tout ce qui est là-bas, là, donc il y en a énormément. Autant les gros prédateurs que les petits au niveau insectes ou même les pestes là, qu'on connaît déjà ici, comme la varroa par exemple. Il y a aussi l'autre enjeu qui est la période de floraison tardive, donc du début juillet à la mi-août. On va discuter également du miel et de sa typicité. Puis, on va regarder dans le fond le pollen et ses propriétés. Le projet, comme je disais, c'est d'amener 2 ruches dans la forêt boréale pour faire du miel du thé du Labrador. Donc là, juste pour qu'on puisse s'orienter un petit peu, je vais essayer de faire une démo avec ma super souris. Alors, on est à La Tuque ici. On se rend jusqu'à la ville là. Moi, d'ici, c'est un bon 2h30. Puis ensuite, on prend la route qu'on appelle l'A10, dans le fond ici, qui va passer à côté du barrage, entre autres le Rapide Blanc. Ensuite de ça, il y a un autre 18 km à faire dans on va dire vraiment une trail, là, c'est un chemin de bois. Et un autre 2 km pour se rendre au lac Mélantel, là où mes amis habitent, là, dans le fond, dans le nord. Puis c'est vraiment dans ce territoire-là là, où je voudrais installer les ruches. Donc c'est quand même déjà un défi de les amener. Entre autres, c'est certain qu'on va les amener soit en soirée ou dans une journée qui est pluvieuse et fraîche pour être capable de déplacer les abeilles là, loin de leur point d'attache. Puis c'est un gros dépaysement évidemment pour eux quand ils arrivent là-bas. On a 3 grands enjeux dans le fond à ce niveau-là. Il y a les visites, comme je disais, qui sont à 4 heures de route. Dans mon cas, là, un des points, c'est que ultimement, je me présente déjà là-bas. Environ 4 fois par saison déjà. C'est quelque chose qui va continuer. Un autre des éléments, c'est que pour les observations de terrain, donc en dehors de la saison où il y aura vraiment la grande mielée du thé du Labrador, ça va être de mes amis là-bas qui vont les faire, donc un couple d'amis. Pour les nommer par leur surnom, Buck et Momo, là, qui vont me donner un coup de main. C'est certain qu'ils n'ont pas toutes les connaissances apicoles. Par contre, je vais quand même les initier pour qu'ils soient capables là, de travailler dans le fond avec les différents enjeux qui vont arriver devant eux. En plus de ça, ultimement, on peut quand même se parler par téléphone, un téléphone satellite là-bas. Donc on peut s'appeler à tous les jours si nécessaire quand ils vont faire des observations. La deuxième enjeu, c'est la période de floraison tardive, donc début juillet à la mi-août. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ultimement, il faudra faire une première récolte vraiment immédiatement avant la mielée du thé du Labrador.
La bonne nouvelle, c'est que mes amis s'y connaissent bien avec cette plante-là. Donc, eux, ils l'accueillent à chaque année. Donc, ils savent reconnaître la forêt. Ça fait plus de 30 ans qu'ils habitent dans ce coin-là. Donc, qui sont dans la forêt à tous les jours. Donc, eux, ils vont être capables de justement me donner le petit drapeau rouge en disant, écoute, dans une semaine, dans 2 semaines, très bientôt, la mielée va arriver. Donc, on va à ce moment-là enlever ce qui est là, dans le fond, au niveau des réserves déjà dans les ruches. On va remettre des cadres bâtis et vides pour qu'ils soient capables de faire rentrer le nouveau miel de la mielée. Et on va essayer d'avoir la concentration la plus élevée possible en miel de thé du Labrador. Le dernier, mais non le moindre des facteurs importants à considérer, c'est notre cher prédateur qu'on voit ici, donc les ours. Donc l'idée pour contrer cette problématique-là, c'est d'installer un panneau solaire pour une clôture électrique, comme un peu dans ce système-là. C'est quelque chose que j'aimerais essayer dans ce projet-là, mais que je vais devoir utiliser à d'autres endroits également dans ma production. Donc, on parle d'une clôture électrique à énergie solaire. J'ai regardé, là, grosso modo, ça dépend, évidemment, il y a différents approvisionnements. Là, il y a différentes personnes chez qui on peut s'approvisionner. On parle d'environ 1500$ avec la batterie, l'électrificateur, les poteaux, que dans ce cas-ci, je ferai avec des troncs d'arbres, littéralement, et le fil électrique. Donc, le petit hic, comme c'est indiqué là, c'est que ça ne fait pas fuir tous les prédateurs. Nous, ce qu'on a pensé, c'est que, mais pour les moufettes, par exemple, je vais donner, dans le fond, différents trucs à mes amis pour les éloigner. Je vais déjà installer, exemple, des plateaux à clous. Puis ils vont pouvoir regarder les signes avant-coureurs comme le grattage, des choses comme ça. Dans ces cas-là, eux, sont déjà capables de les relocaliser. Donc, ils ont des pièges, tout ça, là, qu'ils pourraient utiliser. Donc, sans les exterminer, mais bien les relocaliser, c'est possible de le faire. Puis, l'autre possibilité, qui est un plan un peu plus audacieux, ça sera peut-être à l'année 2, ça serait de les mettre en hauteur. Donc, mes amis ont une tour qui existe déjà pour un gros panneau solaire qu'ils utilisaient dans le temps là, pour leur camp, qu'on pourrait monter. Donc, une tour qui monterait là, à environ 20 pieds d'altitude, donc 20 pieds dans les airs. Qu'on pourrait monter les ruches directement sur un plateau là, à cette hauteur-là, avec en bas donc de s'organiser pour qu'il n'y ait aucune bestiole qui soit capable de monter. Parce qu'on sait que les ours, ça grimpe bien, mais pas si on met, exemple, des plateaux de clous dans le bas, dans le fond de cette tour-là, ou quelque chose qui les empêche d'y accéder, à la limite, une hauteur de tôle. Donc, ça sera à voir à la deuxième année. C'est un plan B pour cette problématique-là. Donc, on poursuit maintenant avec le miel et sa typicité. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un miel typique. Donc, un miel typique du thé du Labrador. Comme j'ai écrit ici, les pourcentages de concentration sont quand même relativement reconnus. C'est pas nécessairement normé. Par contre, c'est ce à quoi on s'attend au Québec. Donc, exemple, le miel de trèfle, on pense qu'il y a 45% de la concentration à l'intérieur de miel. Pour l'appeler miel de trèfle, c'est minimum 45% dans le fond du nectar qui provient de trèfle. Pour le miel de tilleul, on va parler de 15%. Donc, ma question, c'est quel sera le pourcentage acceptable pour le miel du thé du Labrador? Donc, est-ce qu'on pourrait parler d'une hauteur de 15%, étant donné que c'est une fleur qui est très rare, on va dire, ou qu'on a peu accès, disons, là, dans le miel, ou est-ce qu'on va justement chercher des propriétés intéressantes et là, on aurait besoin de se rapprocher plus proche du 50, du 60, du 70% même. Personnellement, je ne le sais pas. Les tests, je ne les ai pas non plus, mais ça serait intéressant de se pencher sur ce sujet-là et d'être capable de tester cette concentration-là. Donc, les propriétés du thé du Labrador, je vais en parler. Donc, je vais juste me retourner ici. Je vais regarder, je jette un coup d'œil en même temps là, sur un site internet, c'est le Pilki, sur lequel ils donnent différentes propriétés. Les Amérindiens, en fait, là, donc mes amis amérindiens, ce qu'ils me donnaient comme propriété, eux, c'était surtout le pouvoir antioxydant, dans le fond, du thé du Labrador, qui est très connu, et le pouvoir relaxant. Donc, antioxydant, souvent les gens vont relier ça au pouvoir anti-cancer. Donc, si on diminue les oxydants dans notre corps, ça peut aider. Donc, c'est une chose intéressante. Puis l'autre élément qui est sur le site du Pilki qui donne, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment ce site-là. Il y a évidemment des références là-dessus également. C'est que ça aurait une possibilité d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc, ce qui peut être vraiment intéressant pour le diabète de type 2, par exemple.
Je sais qu'il y a certains champignons qui font cet effet-là aussi. Plus ça va, plus on se penche là-dessus également là, pour le diabète de type 2. Donc, c'est super intéressant. J'essaie de voir ici. En gros, dans le fond, il parle vraiment de tanins très spécialisés. Au niveau des Amérindiens, je sais qu'ils se servaient des feuilles de thé du Labrador pour faire justement pour aller contrer des arômes, exemple de faisandage, donc des choses qui fermentaient. Donc, on sait que c'est une technique qui était utilisée là, pour garder, dans le fond, certaines viandes un peu plus longtemps. Donc, il utilisait ces feuilles-là. Je sais aussi qu'il y a certains restaurants qui vont utiliser la feuille de thé du Labrador juste pour aromatiser, dans le fond, avec des viandes sauvages. Donc, ça peut être intéressant, c'est un petit plus à savoir. Donc, c'est bon, je vais juste ramener mon PowerPoint. Excusez-moi, je suis en train de vous montrer mon clavier. Ça sera pas long. Excellent. Alors ici, mon dernier point, qui est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est les faux miels, les étiquettes frauduleuses. Donc, en ayant l'idée, c'est d'avoir un miel typique, un miel nouveau, un miel thé du Labrador. Donc, un peu comme la problématique du miel de Manuka, qui, on le sait très bien, il y a des faux étiquetages un peu partout à travers le monde parce qu'il est vendu plus cher, parce qu'il y a des belles propriétés. Est-ce que, une fois que ce type de miel-là pourrait être sorti sur le marché québécois, il y a d'autres propriétaires qui malheureusement se prêteraient des mauvaises intentions là, en affichant miel de thé du Labrador, mais avec des pourcentages ridicules ou pas de pourcentage du tout. Donc, c'est une question que je lance dans l'air comme ça, mais évidemment, c'est une problématique qui peut exister, autant pour le miel de thé du Labrador que d'autres types de miel, dans le fond, qui pourraient arriver. Donc, ici, le pollen et les propriétés, donc l'enjeu logistique de la récolte, encore là, moi, je ne suis pas sur le terrain à ce moment-là, à tous les jours, donc ça serait mes amis qu'il faudrait qu'ils aillent poser les trappes à pollen, s'en occuper au niveau de l'humidité, de la pluie, tout ça, et les récolter. Puis ensuite de ça, bien évidemment, ça serait de pouvoir faire tester le pollen pour sa source, à savoir est-ce qu'effectivement c'est du pollen de thé du Labrador qu'on a en avant de nous, mais également pour les propriétés, dans le fond, qu'il y a à l'intérieur de ça. Donc, est-ce que les propriétés du pollen peuvent, encore une fois, avoir des trucs au niveau antioxydant? Est-ce qu'on peut faire réagir davantage, dans le fond, au niveau de la sensibilité à l'insuline? Donc, en conclusion, ben oui, c'est moi sur la super photo. Donc, mon objectif d'amélioration dans l'avenir avec ce type de miel-là, c'est simplement de dire, est-ce que c'est possible d'avoir un miel typique et qui soit vendable? C'est-à-dire, est-ce que c'est intéressant pour les gens? Je pense que oui, déjà. C'est une typicité, dans le fond, qui peut nous donner, évidemment, une unicité, donc d'avoir un produit qui est très unique sur le marché, mais aussi qui pourrait amener, effectivement, des propriétés anti-inflammatoires. Puis là, bon, ou de diminution de la sensibilité, de l'augmentation de sensibilité à l'insuline, pardon. C'est intéressant. Est-ce que c'est vrai? Bon, encore faut-il prouver ça. Mais il y a quelque chose vraiment à rechercher là-dedans. Puis je pense qu'il y a définitivement un marché qui pourrait être intéressé par ce type de produit-là. Donc, quelles vont être les retombées? Bonne question. En une première année, on a 2 ruches. On ne peut pas s'attendre à une énorme production. Évidemment, c'est un produit qui va être vendu autrement, de façon différente. C'est-à-dire que le prix va être différent, c'est certain, parce qu'il y a beaucoup plus de manutention. C'est extrêmement complexe, ne serait-ce que pour le déménagement. Puis c'est quand même un projet, on va dire, en parenthèse, de recherche, là, donc pour avoir quelque chose qui devient typique, tout ça. Donc, ça sera quelque chose d'un peu plus niché. Ensuite de ça, mon dernier point, c'est est-ce qu'il y a d'autres types de miel typiques qu'on pourrait évaluer, donc qui pourrait devenir intéressant au Québec? Est-ce que ça pourrait être du pollen de certains arbres, dans le fond particulier, de certaines plantes qui sont peut-être moins mises en avant, des plantes qui ont des belles propriétés au niveau du corps ou simplement pour les saveurs, les couleurs, les goûts. Donc, c'est vraiment de travailler sur des choses qui sont très québécoises, on va dire, très à nous, puis qui pourrait avoir une belle retombée au niveau du Québec, oui, puis peut-être éventuellement à d'autres endroits là, à travers le monde. Donc, c'est pas mal ça. J'espère que ma présentation vous a plu, puis je vous souhaite une belle journée.